Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un métier sucré et piquant, l'apiculture. Préparez-vous pour un épisode délicieusement mielleux. Les compétences, initiatives et défis des jeunes, c'est dans CAST 3.0. Qu'est-ce que l'élevage des abeilles, l'apiculture justement, apporte à votre entourage proche ou lointain? Merci d'abord de m'avoir donné cette occasion pour pouvoir me prononcer un peu sur l'apiculture. Eh bien, pour répondre à votre question, je dirais que l'élevage des abeilles, également connu sous le nom d'apiculture, consiste à élever et à prendre soin des abeilles pour différentes raisons. D'abord, on peut avoir la production de miel, qui est le produit principal. Nous avons également la pollinisation des cultures et la production d'autres produits de la ruche, tels que la cire d'abeille, la propolis, le pollen et bien d'autres. L'élevage des abeilles ou l'apiculture, dont nous sommes en train de parler, apporte de nombreux avantages à mon entourage proche et aussi lointain. En premier lieu, les abeilles jouent un rôle essentiel dans la pollinisation des plantes, en butinant les fleurs pour collecter du nectar et du pollen. Donc, elles transportent involontairement du pollen d'une fleur à une autre et favorisant ainsi la reproduction des plantes. Cela peut donc contribuer à la production des fruits, des légumes par exemple, et également aussi des graines. Pouvez-vous partager une expérience ou un moment marquant de votre carrière d'apiculteur? J'ai eu un moment marquant lors de mes expériences en apiculture, lorsque j'étais parti déplacer les colonies d'abeilles dans une cité au nord du Bénin. Je me rappelle, on nous avait appelé pour qu'on vienne les aider. Il y a de cela 2 ans, on nous a appelé pour aider une cité à déplacer les colonies d'abeilles qui les dérangeaient. C'était une dizaine de colonies. Mais quand on était parti, il y en avait plus d'une dizaine. Donc, on en avait jusqu'à une vingtaine environ. C'était pas du tout facile pour déplacer ces colonies-là. On a passé environ une semaine à les déplacer. Mais ce qui nous a vraiment marqué, c'est que ces colonies qui étaient presque, disons, domestiquées, n'étaient pas. C'était vraiment sauvage. Donc, le travail n'était pas du tout facile parce qu'on n'était pas les premiers à être appelés. Il y avait déjà plusieurs autres apiculteurs qui étaient déjà appelés pour faire le travail, mais ils n'ont pas pu. Donc, nous, on était partis, on a fait le travail et c'était un succès. On a déplacé ces abeilles-là. On a pu créer un rucher un peu au centre du Bénin. On a déplacé les abeilles et actuellement, on a dans ce rucher-là une centaine de ruches qui abritent ces colonies d'abeilles. C'était pénible, mais quand même, on a réussi à le faire. Parlant de ruchiers, pouvez-vous expliquer comment vous gérez les ruches tout au long de l'année, en particulier pendant les différentes saisons? La gestion des ruches tout au long de l'année, cela varie en fonction des saisons et également des besoins des abeilles. Par exemple, si je vais prendre 3 mois de l'année. Si je prends le mois de septembre, octobre et novembre, on assure la disponibilité de la nourriture pour les abeilles. Comment on le fait? Pendant cette période, il peut ne pas avoir des fleurs que les abeilles vont butiner. Donc, on essaie quand même de produire des fleurs comme tournesol ou soit les menthes par exemple, aux alentours où nous avons placé nos ruches pour pouvoir nourrir ces abeilles-là. On essaie également de mettre de l'eau à disposition des abeilles pendant ce mois pour qu'elles n'aillent pas trop loin avant de s'approvisionner. Si on prend le mois de décembre, janvier, février, on surveille également l'activité des colonies. On assure qu'elles ont suffisamment d'espace pour pouvoir stocker le miel. Donc, on nettoie les ruches et s'il y a lieu de faire aussi la récolte en même temps, on essaie donc de la faire pour que les abeilles disposent d'espace pour continuer leur travail. Également, nous avons 3 autres mois, le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai. Donc là, on prépare les colonies pour le mois de juin, juillet et août. Donc pendant ces 3 mois-là, on les prépare pour les 3 mois à venir. Cela implique souvent donc de vérifier les réserves de nourriture des abeilles et de s'assurer qu'elles ont suffisamment de miel pour survivre. Parce que le miel que les abeilles produisent, c'est normalement pour qu'elles en consomment, qu'elles produisent ça. Donc nous, on va et on les récolte en réalité. Donc c'est une nourriture des abeilles que l'on récolte. Maintenant, le mois de juillet, juillet et août, les activités sont vraiment réduites là. On ne fait pas grand-chose parce que c'est le mois le plus froid, je pense. Oui. Donc, on ne fait pas grand-chose là. Juste quelques nettoyages pour protéger les ruches contre les intempéries et
On assure également la ventilation adéquate pour prévenir la condensation. Et quels sont, selon vous, les bénéfices environnementaux de l'apiculture et comment cela peut-il contribuer à la préservation de la biodiversité? L'apiculture a plusieurs bénéfices environnementaux importants, ce qui contribue à la préservation de la biodiversité. En un premier lieu, on peut avoir la pollinisation. Là, j'explique. Les abeilles jouent un rôle crucial dans la pollinisation des plantes et elles transportent le pollen d'une fleur à une autre. Je l'avais bien expliqué tout à l'heure. Donc, en faisant cela, elles favorisent la reproduction des plantes et la production de fruits, de légumes et de graines. Donc, cela, par exemple, contribue à maintenir la biodiversité des écosystèmes et la disponibilité des aliments. Dans un second temps, nous avons également la conservation des espèces végétales. Comment cela se fait? Par la pollinisation, l'apiculture aide donc à prévenir la disparition de certaines espèces végétales. Il y a certaines plantes qui dépendent principalement des abeilles pour leur reproduction et leur survie est donc étroitement liée donc à celle de ces abeilles-là. Donc, si les abeilles disparaissent, il y a donc certainement des plantes qui vont également disparaître. Voilà. Nous avons également la protection de l'habitat. Donc, nous, apiculteurs, quand on veille à l'entretien des ruches et à la santé des abeilles, cela contribue indirectement à la protection des habitats naturels que nous avons. Donc, on maintient la population des abeilles saines, on soutient également d'autres pollinisateurs et insectes bénéfiques. Il y a aussi la sensibilisation à l'environnement. On joue un rôle souvent actif dans la sensibilisation du public à l'importance des abeilles et de la biodiversité généralement au niveau de la population locale. Comment sélectionnez-vous les emplacements appropriés pour vos ruches? Bon, la sélection des emplacements appropriés pour les ruches. D'abord, on essaie de voir est-ce que là où on veut installer ces ruches, est-ce que ça donne un accès à une source de nourriture? Parce que les abeilles ont besoin d'un accès à des sources de nectar et de pollen pour se nourrir. Donc, il est donc préférable donc, de placer ces ruches près de ces zones riches en fleurs et en plantes mellifères. Et il faut également voir s'il y a l'utilisation des pesticides aux alentours de l'emplacement où vous voulez donc les mettre. Donc, s'il y a des gens qui utilisent les pesticides, donc vous devez éviter de placer vos ruches là. Et vous devez vérifier également si cette zone n'est pas trop exposé aux intempéries. Vous allez également voir si cette zone est vraiment accessible pour vous, si c'est une zone où si vous-même vous devez vous y rendre et c'est vraiment difficile. Je ne pense pas que vous allez installer vos ruches dans cette zone-là. Il faut également se baser sur la réglementation locale. Donc si dans une localité c'est interdit de le faire, il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a des localités où ils ont eu des expériences où les abeilles ont tué des habitants. Donc pour eux, c'est que les abeilles sont abolies, quoi. Faut pas faire leur promotion et tout. Voilà. Donc il faut, voilà quelques points, quoi, sur lesquels il faut se baser pour pouvoir installer son rucher. Et selon vous, est-ce qu'on peut quand même faire l'apiculture chez soi? Bon, bien sûr, bien sûr. On a eu à installer des ruches sur la dalle de certains particuliers. Bon, l'apiculture, ça peut être fait chez soi, Parce que si on arrive à domestiquer ces abeilles-là, il n'y a pas de souci. Même sans combinaison, vous pouvez même faire votre travail que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est de ne pas le faire chez soi. Parce que même si c'est domestiqué chez vous et ailleurs, ils peuvent aller et puis, bon, si les gens ne savent pas comment s'y prendre, s'ils commencent pas à les tuer, les abeilles vont devenir agressive et là, ça peut faire mal. Donc, on va éviter, on évite au maximum que ça soit dans les agglomérations, que ça soit un peu loin quand même des agglomérations. Parce que tout le monde ne sait pas comment s'y prendre quand les abeilles les attaquent. Comment assurez-vous la qualité du miel alors? Voilà. Pour assurer la qualité du miel, il y a plusieurs façons. D'abord, il y a le choix des fleurs et des sources de nectar. Nous, on peut guider les abeilles vers des sources de nectar spécifiques en plaçant les ruches près de cultures ou bien des plantes mellifères spécifiques qu'on veut. Par exemple, on peut installer nos ruches dans les parcs agroforestiers à dominance Phytelaria paradoxa. C'est le karité, ça. Donc, les abeilles auront à butonner uniquement les fleurs de cette plante-là. Donc, quand ils vont produire du miel, ça serait beaucoup plus à dominance du nectar de Phytelaria paradoxa. Donc, on sait que ce miel est spécifiquement pour le karité et c'est vendu beaucoup plus cher. Où le litre peut être à minimum 10 000 francs le litre de karité, du miel de karité, par exemple. Bon, haute qualité, il y a aussi l'hygiène des ruches. C'est pas que vous allez installer uniquement les ruches et vous n'allez plus en prendre soin. Minimum
minimum, il faut 3 entretiens dans l'année. Dans l'année, c'est pas par mois, dans l'année. Donc, ça ne nécessite pas aussi trop d'entretien en tant que tel. Et d'un autre côté, le moment où vous devez faire la récolte, il faut que le taux d'humidité du miel soit optimal. Il faut que ça soit environ entre 17, 18, à la rigueur 19, 9 ou 20. Donc, cela garantit en réalité une conservation plus longue et une qualité supérieure donc, du miel. Ça peut rester pendant des années. Et il faut également que la manipulation appropriée soit faite. C'est-à-dire, quand vous allez faire la récolte, quand vous êtes en train de faire la filtration et aussi l'entreposage, vous devez veiller à ce que vous respectez l'hygiène qu'il faut. Et les équipements que vous utilisez également, vous devez pouvoir veiller à ce que les équipements là soient bien nettoyés. Une question, est-ce que le miel se bonifie au fil des années? Oui, bien sûr, ça se bonifie au fil des années parce que si on prend le miel et il y a trop d'eau dedans et quand vous le laissez à l'air libre, dans un milieu quand même stérile, hein, quand vous le laissez, ça va se déshydrater, tout ça, ça va se bonifier au fil du temps et tout. Pouvez-vous nous parler des autres produits que vous produisez à partir de vos ruches tels que la cire d'abeille, la propolis ou le pollen? Bon, outre le miel, nous produisons d'autres produits à partir de ces ruches-là. En premier, je pense que c'est la cire d'abeille. Donc, les abeilles produisent la cire pour construire les alvéoles dans lesquelles elles stockent le miel. Cette cire d'abeille a pu être récoltée et utilisée dans la fabrication des bougies, par exemple, dans les cosmétiques naturels et les produits de soins de la peau également. Donc, les bougies que vous voyez et autres là, c'est avec la cire d'abeille que ça se fabrique. Comme autre produit, nous avons la propolis. C'est une substance résineuse que les abeilles collectent à partir des bourgeons des arbres. Bon, ça a une couleur parfois noire. Les abeilles l'utilisent juste pour pouvoir sceller les fissures qui se retrouvent au niveau des ruches pour protéger alors la colonie contre les bactéries et les parasites qui viennent déranger les abeilles qui travaillent. Nous avons également le pollen. Le pollen, il est collecté par les abeilles comme une source de protéines pour nourrir les larves. On peut dire que c'est une poudre. C'est une poudre que produisent les fleurs ou bien l'organe mâle de la fleur. Donc le pollen, c'est une poudre que l'organe mâle de la fleur produit, que les abeilles maintenant, quand ils vont là-bas, pour pouvoir aller prélever du nectar et leur pacte est collé à la poudre. Et cette poudre-là, maintenant, quand les abeilles là vont sur les autres organes femelles de la fleur, ça permet la fécondation. Donc, au fait, c'est par là on dit la pollinisation. Donc, c'est ça le pollen, au fait. C'est une poudre ou bien d'autres couleurs. C'est aussi jaune parfois et tout. Quels sont les principaux défis auxquels les apiculteurs sont confrontés aujourd'hui et quelles solutions adoptez-vous ou envisagez-vous? Il y a plusieurs défis. Hein. D'abord, il y a la perte de biodiversité, la diminution des ressources alimentaires pour les abeilles parce que nous avons la dégradation de l'habitat. Et cela donc fait qu'il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent et les plantes mellifères deviennent de plus en plus rares parce qu'on coupe tous les arbres, on coupe tout et puis voilà, on ne se soucie plus vraiment de rien d'autre que de se faire des économies, quoi. Et des problèmes même de santé de ces abeilles-là. Ou des abeilles qui étaient domestiquées, quand ils retournent dans le milieu naturel, ces abeilles ne sont plus, comment je vais dire, ils n'ont plus la capacité de se défendre. Ils n'ont plus la capacité de se défendre contre les prédateurs du milieu naturel. Donc, ces colonies-là disparaissent. Nous avons également les maladies et les parasites. Bon, ici, chez nous, il n'y en a pas encore assez. Hein. Sinon, ailleurs, sous d'autres cieux, il y a beaucoup de parasites qui dérangent les abeilles et beaucoup d'autres maladies. Mais ici, il n'y en a pas. Je peux citer le frelon asiatique, par exemple. C'est également un insecte. Quand ça vient dans votre ruche, ça va bouffer toutes les abeilles. Donc, un autre problème, un autre défi majeur, nous avons les changements climatiques. Voilà, ça perturbe les cycles de floraison des plantes et ça va entraîner des périodes d'isette alimentaire pour les abeilles. Donc, ces variations climatiques peuvent également favoriser l'apparition de nouvelles maladies et parasites qu'on ne pourra pas donc contrôler. Alors, donc, pour nous, les agriculteurs, on adopte différentes solutions pour faire face donc, à ces défis. Certains parmi nous mettent en place des pratiques apicoles durables qui favorisent la biodiversité et qui utilisent des méthodes de lutte biologique contre les parasites. Si bien qu'on a développé un concept qui est utilisé, comment dit-on, les abeilles pour lutter contre les abeilles. Bon, c'est pas en réalité qu'on va utiliser les abeilles pour lutter encore contre les abeilles, mais c'est le concept là. On utilise un produit de l'abeille pour pouvoir
pulvériser notre champ pour lutter contre les insectes indésirables et les herbes indésirables du champ. Bon, ça, là, c'est un concept qu'on a développé, mais qu'on a arrêté pour le moment. Et quel est l'avenir de ce métier? L'avenir de ce métier, c'est prometteur, mais ça présente beaucoup de défis, alors que la sensibilisation à l'importance des abeilles et de la pollinisation continue de croître. De toute façon, on voit ça partout, hein, sur tous les canaux, que ce soit sur les réseaux sociaux et autres, à la télé. Bon, on voit des personnes qui se lancent dans l'apiculture en tant que loisir. C'est même généralement de profession, on le voit pas juste par loisir, quoi. Les gens veulent le faire par loisir parce que c'est passionnant. Cela contribue quand même à la préservation des abeilles et à la biodiversité, parce que s'ils le font aussi, c'est aussi déjà bien, c'est ce qu'on veut. Mais il est très crucial de maintenir les pratiques apicoles durables. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand vous le faites de façon non durable, quand vous n'arrivez pas à bien domestiquer ces abeilles-là et à les garder, ces abeilles vont retourner en milieu naturel. Et quand elles retournent en milieu naturel, elles n'ont plus la capacité donc, de bien se défendre et elles vont commencer par disparaître. Et quand ces abeilles-là disparaissent, ce n'est pas bon pour notre biodiversité. Ouais. Au-delà de la passion, ce métier d'apiculture nourrit-il vraiment son homme et quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'apiculture? C'est passionnant et gratifiant. Mais comme je l'ai dit, ça présente beaucoup de défis. Oui. Il nourrit certainement l'âme et peut être une source de revenus pour certains apiculteurs. Parce que pour d'autres, c'est juste pas loisir. Mais pour d'autres, c'est une source de revenus. Alors, quels conseils on peut donner pour ceux qui veulent se lancer dans l'apiculture? Il faut qu'ils apprennent. Ils doivent acquérir de nouvelles connaissances solides sur les abeilles. Ils doivent maîtriser leur biologie et le comportement également des abeilles. Ils doivent maîtriser les bonnes pratiques qu'il faut. Pour cela, ils doivent donc suivre des formations. Ce n'est pas suivre des formations uniquement en ligne ou bien en présentiel. Non, vous devez suivre des formations spécifiques dans l'abeille pendant un moment donné. Vous devez suivre cette formation sur pratiquement tous les moments. Parce que vous ne pouvez pas aller maintenant dire que vous voulez suivre une formation en apiculture et faire juste 2 mois et dire que vous avez déjà fini. Non. Vous devez rester là sur la formation et voir à chaque moment comment telle activité se déroule. Parce que ce qui se fait en novembre n'est pas la même chose que ce qui se fait en juillet par exemple. Également, je vais les inviter à commencer de façon modeste. Ils doivent commencer avec quelques ruches et non commencer avec 250 ruches. On a un rucher dans lequel on va travailler. C'est un monsieur, il a de l'argent. Il a de l'argent. Il a appelé un agriculteur qui a confectionné 250 ruches sur 10 hectares. C'est déjà trop. Dans notre milieu actuellement, où il n'y a plus assez de plantes feuillifères, c'est déjà trop. 250 ruches, c'est déjà trop pour 10 hectares. Donc, on va actuellement, on travaille dans son champ, dans son rucher, mais la récolte qu'on devait faire normalement, on le fait pas. À peine 50 ruches sont colonisées par les abeilles. Il faut éviter ça. Vous allez commencer petitement et à la longue, également agrandir un peu votre rucher. Et ils doivent établir un réseau. Si vous n'avez pas aujourd'hui, si vous faites n'importe quoi et vous n'avez pas un réseau, c'est que vous n'avez rien. Parce que c'est ce réseau-là, les contacts que vous avez, qui vont vous permettre donc de pouvoir vendre ce que vous avez. Ou bien même échange. Quand vous avez un petit souci, quand vous avez un petit problème, quelque chose que vous ne maîtrisez pas, vous demandez, ils vont vous expliquer telle chose. Et la dernière chose que je dis toujours, c'est que vous devez être patient et persévérant. Parce que l'apiculture demande du temps et de la patience et de l'engagement. Donc, vous devez être très patient et persévérant. Quand on fait le métier d'apiculteur, c'est ça. Racontez-nous la meilleure leçon que vous avez apprise de ce métier des abeilles ou de la nature. Ok, l'une des plus grandes leçons que l'on peut apprendre de l'apiculture ou des abeilles ou bien de la nature, l'importance de l'interdépendance et de l'équilibre que cela vous donne. Puisque les abeilles jouent un rôle vital dans les écosystèmes en tant que pollinisateurs et leur santé ainsi que leur suivi sont étroitement liés à la santé de l'environnement qui les entoure. Alors, il faut que nous rappelions que les abeilles assurent notre bien-être. Puisque si elles disparaissent maintenant aujourd'hui, je ne pense pas que le monde va encore exister pendant 4 ans. Je ne pense pas. Donnez-nous une recette magique
avec le miel. Oh là là, une recette magique. Ouais. Je peux dire, avec le miel, on arrive à faire du whisky crémé. Wow. Et voilà, jusque-là, on n'est pas encore arrivé à détacher l'odeur du miel de ce whisky-là. C'est-à-dire, quand vous prenez le whisky, vous allez tout sentir qu'il y a voilà, l'odeur de miel dedans, quoi. Donc, c'est la seule chose qu'on n'a pas encore arrivé à faire. La recette est encore, comment dire, secrète. On n'a pas encore fait ça. Sinon, c'est la recette magique que moi, je pouvais donner ici. Mais ça va venir, on est en train d'y travailler. C'est exactement la même chose que le whisky crème que vous prenez. Whisky crème que vous prenez. C'est exactement ça, on le fait. Vous prenez ça à la même couleur, tout et tout. Adjakou, Doro Miché, je suis agronome forestier de formation. Je suis également entrepreneur et gestionnaire des entreprises. Je suis apiculteur. Alors, je suis béninois. Je suis joignable au plus 229 97 61 46 98. C'était les coulisses d'un métier à la fois complexe et gratifiant avec Monsieur Adjakou Doro Miché, apiculteur professionnel. Souvenez-vous, derrière chaque cuillerée de miel se cache toute une colonie d'abeilles qui contribue à la préservation de l'écosystème. À la prochaine!